Le 23 septembre 2018, dans les colonnes de comicsblog.fr, sort un podcast au nom de Super Friends. Dans cette émission d'un genre nouveau qui va révolutionner complètement l'histoire du podcast comics en France, et je le dis bien entendu sans aucune fausse modestie, nous recevions à l'époque un artiste du nom de Jofo. Fédérateur pionnier dans le registre du Turbo Média, nouvelle forme de bande dessinée numérique aujourd'hui un petit peu disparue. L'artiste venait à l'époque nous présenter son premier titre en creator owned, Burnout, et nous parler également de ses travaux divers en collaboration avec Marvel. C'était le premier podcast Super Friends il y a bientôt 4 ans, et aujourd'hui dans First Print, nous avons le plaisir de retrouver Jofo, celui par qui tout est arrivé quelque part, on peut le dire, pour évoquer ses derniers travaux à la fois chez Marvel, DC Comics en numérique, sur le papier. Bref, on a une longue discussion avec un artiste que nous n'avions pas eu à nos côtés depuis longtemps. Vous êtes sur First Print, bienvenue dans Super Friends. Et voilà, j'ai fait une intro incroyablement bien préparée. Jofo, ça fait trop plaisir de te revoir avec nous. Donc, comme je le disais dans ce préambule, 4 ans bientôt, bientôt 4 ans qu'on a inauguré Super Friends avec toi. C'est vraiment un honneur de te revoir avec nous, ça va ? Bah oui, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je vais encore le dire une 3e fois, mais je suis vraiment très très content de pouvoir refaire cette émission avec toi. Donc voilà, malgré le côté très pompeux de l'introduction, bien entendu, on n'a pas inventé l'interview en podcast, mais c'est quand même Super Friends. C'est un truc voilà que mine de rien, ça fait quelques années qu'on a réussi à le développer. Donc on reçoit plein de personnes à chaque fois. Mais effectivement, on avait commencé par toi, puisqu'à l'époque, t'avais cette actualité de Burnout qui était sortie chez Image Comics. On avait un petit Frenchie qui faisait du Image. C'était trop cool d'avoir ça. Et donc on va pas refaire tout ton historique, on va pas reparler de Turbo Media, de Walking Panda et tout ça, puisque le Super Friends en question est toujours en ligne. Vous avez un petit lien dans la description de ce podcast si jamais vous voulez faire un petit peu le rattrapage. Mais justement, Burnout venait de sortir, alors on va reprendre en fait là où on s'était arrêté. Donc saison 2 presque. Saison 2, genre la saison 2. Ouais, c'est ça, la saison 2 de Jofo saison 2. Ça démarre comme ça. Mais justement, pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, la suite de la publication de Burnout, quel était ton ressenti, et voilà, comment est-ce que c'est dur de faire du creator owned chez les Américains, sachant que je pense connaître un petit peu la réponse. Un petit peu, surtout que t'as fait intervenir des personnes, je pense, qui sont presque plus calées que moi, comme Elsa Chartier, enfin d'autres personnes qui ont été confrontées aussi au creator owned. En ce qui me concerne, du coup, on avait fait un très beau lancement sur Burnout. Je crois que c'était à peu près 10 000 exemplaires. Sauf qu'il y avait eu après cette histoire de taux de rétention. D'attrition. Attrition. C'est l'attrition, en fait, quand t'as un bon démarrage, puis forcément, c'est le cas dans tout ce qui est sériel, en fait, c'est que, le nombre de spectateurs, de lecteurs, de machin diminue épisode après épisode. Après, toi, c'était juste une série en 5 ou 6 numéros de mémoire? Non, alors, du coup, c'est devenu une série en 5, mais au début, le projet, c'était d'en faire, idéalement en 25 épisodes. Ah oui, quand même. Il y avait une vraie histoire complète que Denis m'avait contée. Denis Calver, donc. Denis Calver est mon ami scénariste. Sauf qu'en fait, comme les ventes n'ont pas décollé, finalement, à la fin du 5, le titre s'est arrêté. Et après, c'est le jeu, quoi. C'était le risque et on savait dans quoi on s'engageait. Moi, j'ai eu la chance, en plus, d'être quand même payé, puisqu'on avait un deal avec Dave Donch, qui était le lettreur, et qui en même temps était mon mécène du coup sur le coup, et en fait il récupérait ensuite une somme d'argent par rapport aux ventes, etc. Parce que dès le début en fait on recevait des sous. Ah oui. Parce que tu sais, il y avait cette histoire que chez Image Comics, tu recevais des sous à partir du 3e épisode. Enfin, même du 4e, en fait. C'est que quand tu publies chez Image Comics, en fait, les 3 premiers numéros, c'est pour Image, et une fois que ça s'est fait, à partir du 4, 5 et tout ça, tous les bénéfices viennent dans ta poche. En fait, dès le premier numéro, on a reçu des sous. D'accord. Donc c'était vachement cool, sauf qu'évidemment, du coup, ça n'a pas duré du tout. Donc voilà, donc c'est sûr que sur le moment, il y a forcément une déception que le titre s'arrête, mais dans les faits, on savait dans quoi on s'engageait. Moi, je savais que j'étais pas hyper connu non plus, même si la notoriété ne fait pas tout par rapport à un titre, et que le titre était quand même touchy parce que ça parlait de drogue et d'alcool.
Donc ouais, pas du super-héros. Donc pour rappel, c'était l'histoire quand même d'une bande de jeunes qui se rend compte en fait que en fumant des gros terres, des gros pétards, ils s'aperçoivent que en fait on est envahi par des extraterrestres. Ils arrivent à apercevoir en fait des extraterrestres qui prennent le contrôle des autres. C'est ça, exactement, qu'il y avait une invasion. Et donc je trouvais le pitch était vraiment cool, mais ça a pas pris. Donc je garde quand même un excellent souvenir de cette expérience, évidemment. Même si, alors du coup, c'est vraiment un projet de cœur, mais je me suis rendu compte aussi de mes limites à l'époque, donc en 2018-2019, graphiques. C'est-à-dire que j'ai eu quelques retours qui étaient bienveillants et réels, en fait, où je dois trouvé que mon style graphique était un peu trop grossier. En gros, c'est vrai que j'avais un ancrage assez épais. Entre autres, et un peu. Puis une approche assez cartoon en fait dans le dessin quand même. Mais même négligé entre guillemets. Enfin, j'ose le terme parce que c'est mon dessin, donc j'ai le droit de dire ce que je veux sur mon dessin. C'est vrai. Et du coup, en fait, ça m'a remis en question. Et ça tombait bien parce que ça faisait un moment en fait déjà que je voulais retravailler mon dessin, mais je voyais pas comment, qu'est-ce qui n'allait pas, etc., etc. Et du coup, après Burnout, j'ai commencé à retravailler vraiment mon dessin. Mais ça, je pense qu'on y viendra tranquillement après. Mais donc voilà, donc du coup, cette expérience en créateur own était quand même hyper cool. M'a permis de côtoyer des personnes, de voir comment ça se passait chez Image, et de voir quand même que on mettait en avant que chez Image, en fait, c'était à toi de faire ta promo, etc. Ouais. Et en fait, les mecs, ils le faisaient quand même pour nous, quoi, les mecs et les meufs. Ils le faisaient quand même pour nous. Il y avait vraiment des échanges avec eux. Dès qu'ils avaient des occasions de faire des interviews via Newsrama ou ce genre de choses, ils nous mettaient en contact, etc., etc. Donc t'as quand même des personnes qui s'occupent un peu de faire les relais entre différents médias et l'équipe créative. Alors c'est pas juste à toi d'aller contacter les gens et de leur dire parler de ma BD. Exactement. Après oui, il faut. Enfin moi je reçois notamment c'est pour Skybound des gens qui sont préposés vraiment à t'envoyer les choses. Même pour Image, c'est Kat Salazar. Peut-être que c'était avec lui. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Donc c'était quand même vachement apprécié et appréciable, quoi. C'était cool de mettre un pied dedans et de voir un peu l'envers du décor, quoi. Voilà. D'accord. Pour Image, chez Image. Ouais. Chez Image, parce que mais après, ce que je veux dire, c'est quand même quand tu dis que t'avais prévu genre 25 numéros et que tu passes à 5, est-ce que ça nécessite de faire des ajustements du coup de dernière minute pour essayer de quand même d'essayer d'englober l'histoire quand même sur le 5e numéro pour pas non plus se terminer sur un cliffhanger de ouf et se dire après non la suite ne verra jamais le jour, parce qu'il y a une frustration quand même, tu vois, on va dire. Après, entre guillemets, moi je m'en fous parce que je connais la fin. Mais c'est pas sympa pour ceux qui ont suivi le truc quand même, tu vois. Mais du coup, oui, j'invite tous ceux qui ont suivi le titre et que je remercie à venir me voir dans un bar et je leur raconterai avec plaisir ce qui s'est passé. Non, c'est vrai que c'était une tentative de Denis qui était intéressante, de vouloir être sur un cliff pour assurer entre guillemets le coup de on peut pas s'arrêter là, il faut continuer. Mais il se trouve qu'en fait quand le premier épisode est sorti, moi j'avais déjà fait les 5 épisodes. En plus. Oui, parce que tu travailles, donc forcément je pense que les gens qui nous écoutent le savent de toute façon, mais en général, voilà, quand un numéro est publié, en général, l'équipe créative a déjà à minima 2 numéros d'avance. Voilà. En fait, il a fallu même que j'ai 3 épisodes, je crois, pour qu'on annonce le titre. Ouais. C'était ça. C'est ça le deal. De façon notamment à pouvoir assurer la publication mensuelle après, vraiment, quoi. Sinon, tu prends du retard et après. Exactement. Et après, on devient Geoff Johns et tu publies 12 numéros en 3 ans et c'est compliqué. Et encore, lui, en plus, il est à moitié chez DC, donc il y avait, il a eu du retard, quoi. Donc, c'est très particulier, mais il y a pas mal de titres en Creator Owned où parfois, tu sais qu'il y a des pauses de plusieurs mois entre différents arcs, notamment pour laisser le temps aux artistes de tout dessiner pour qu'après, tu puisses avoir une publication bien sérialisée comme il faut et pas perdre tes lecteurs entre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'idée même, c'est, si ça avait marché, il y aurait eu genre les 5 premiers épisodes, le TPB, donc un mois, en gros, sans rien, et après, on aurait repris la suite. Ouais. Dans l'idée, c'est ça. Et, je crois qu'on a fait c'est toi qui gères l'interview. Ouais, bien sûr, d'accord. Alors justement, qu'est-ce qui se passe après dans ta carrière, parce que du coup tu sais que Burnout ça ne va pas continuer, donc il faut bien que tu cherches du travail, enfin faut que tu trouves du travail ailleurs. Est-ce que ça met beaucoup de temps en fait, parce que en même temps à l'époque moi ce que je me souviens c'est que tu fais de l'animation, enfin tu travailles pour Marvel et tu fais des motion comics voilà, donc qui accompagnent certains des gros événements de Marvel. Donc toi t'es vraiment en fait sur des petites vidéos qui sont du comics animé et tu fais donc le storyboard de ces choses-là. Exactement, ouais. Et du coup, c'est ça qui était
bien entre guillemets à l'époque, c'est que je bossais sur plusieurs choses, quoi. Et ça, de toute façon, je pense que t'en as déjà causé, mais c'est vrai que la vie de freelance, en fait, comme il n'y a pas de chômage ou tout ça, t'es toujours obligé d'être un peu au taquet. Et d'autant plus que moi, comme je faisais le storyboard chez Marvel, même si c'est payé correctement, ça te fait pas un SMIC, hein, loin de là. Et du coup, mais ce temps, le temps pour faire le storyboard me permettait à côté de faire Burnout. Donc c'est ça aussi un pari que j'avais fait. Je me disais comme ça, moi j'ai du temps pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup, Burnout s'est arrêté. Moi j'ai continué à faire de la vidéo pour Marvel. Et ça a évolué au début. Je sais même plus quel nom, c'était appelé ça les Marvel Video Comics, puis après ça a évolué en Ultimate Comics, ce qui était pas du tout perturbant, surtout quand tu tapais sur YouTube, parce que c'était diffusé gratuitement sur YouTube. C'est toujours disponible sur YouTube. Tu tapes Ultimate Comics, forcément tu vas tomber sur des reviews et tout des comics Ultimate. Ultimate. Et il faut vraiment taper le truc en entier. Donc moi j'avais bossé sur Absolute Carnage et War of the Realms. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça c'était assez bien payé. Donc ça c'était assez cool parce que du coup ça me permettait de mettre du beurre dans les épinards en attendant de retomber sur un autre quand projet. Tu dis beurre, tu veux dire de la crème de truffe quand même. Oui, à ce niveau-là, oui. Du caviar, en fait. À ce niveau-là, oui. Tu pouvais mettre du champagne pour faire cuire les pâtes, même. C'est ça, et du coup, c'est pour ça que tu es ici dans ma villa. Exactement. On va aller faire trempette dans la piscine, puis on revient enregistrer la suite de l'émission. Bien entendu. Hashtag pouvoir bourgeois, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais par contre, justement, par rapport à ça, comment tu définirais un petit peu, est-ce que tu peux un peu expliquer la différence vraiment concrète entre le comics et le storyboard pour du motion comics, en fait, dans ton travail justement sur le storyboard? Qu'est-ce qui diffère un petit peu? Alors déjà, évidemment le médium, c'est-à-dire que forcément sur un comics papier, on est sur une planche de bande dessinée, donc du coup c'est le lecteur qui maîtrise le temps. Parce que c'est toi qui passes d'une case à une autre, là où une vidéo, justement, le lecteur est passif. Et du coup, donc moi, ce que je recevais à l'époque, puisque depuis ils ont arrêté de faire ces motion comics, parce qu'il y a notamment peut-être à cause d'une pandémie qui est passée par là. En fait, moi, je recevais un scénario, t'avais les éditeurs qui se prêtaient au jeu des voix et qui faisaient donc c'était une première passe en gros en fait, et dont Niclo d'ailleurs que vous aimez beaucoup. D'accord. Et du coup en fait moi ça me permettait d'avoir c'est les voix témoins, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et à partir de ça en fait moi je construisais du coup le storyboard. Alors j'utilisais, c'est pas du tout comme dans un système d'animation classique, c'est-à-dire que moi en fait j'utilisais les logiciels Adobe, donc Photoshop, After Effects, etc. Là où en animation classique on utilise plutôt Toon Boom, Harmony, qui sont d'autres logiciels. Bon, donc là on s'écarte du sujet, mais bref. Non, mais c'est bien, c'est les logiciels que vous utilisez dans le milieu professionnel, donc c'est ça. C'est bien de nous en parler aussi. Et du coup en fait moi en gros je devais comme j'étais donc le storyboarder et aussi je m'occupais de l'animatique, et donc l'animatique c'est storyboard d'une vidéo en gros, donc qui est timé. Donc tel plan dure 3 secondes, tel plan dure 5, etc., etc. C'est moi qui faisais le montage en gros. Ce qui te permet d'avoir une vision en fait de ce que la vidéo sera au final. Exactement, exactement. Et du coup ça devait durer, alors là genre 3 minutes à peu près, ouais. Et donc du coup en fait moi en gros j'avais des fichiers Photoshop pour chaque plan. Okay. Donc les fichiers Photoshop, donc c'est le logiciel de dessin classique. Un des logiciels classiques, puis t'as aussi ClipPaint que j'utilise maintenant, qui est désormais devenu mon autre logiciel fétiche. Et en gros avec Photoshop, voilà, donc je devais nommer chaque calque. Donc s'il y avait Iron Man et Iron Man par exemple devait tourner la tête, je devais faire 2 calques, un où il nous regardait, un où il tournait la tête. Et ensuite je fournissais à Marvel les fichiers Photoshop qui étaient donnés au dessinateur, et en gros le dessinateur par-dessus lui faisait les dessins au propre, puis ensuite c'était donné au coloriste qui faisait la colo, et après moi en fait je m'occupais de faire le montage final, et donc ensuite je recevais les fichiers Photoshop tout beau tout propre, et ensuite je faisais le montage. Voilà. Et ensuite j'avais aussi le son qui était là, c'était une autre équipe hein, évidemment. C'était une boîte professionnelle d'ailleurs qui le faisait, donc c'était pas Niclo à la fin. Et du coup ensuite voilà, moi j'assemblais tout ça, et donc ensuite il y avait Photoshop, After Effects et Premiere qui est vraiment le logiciel de montage d'Adobe. Ouais, clairement. Et mais alors je veux dire, pour avoir l'effet d'animation par rapport à ces calques qui ne sont pas animés, comment tu procèdes alors ça c'est vrai que c'est une bonne question, et c'est vrai que c'était un peu tricky.
Et là, on rentre vraiment dans de la spécificité des logiciels. Mais en gros, en fait, donc Photoshop te permet de dessiner. After Effects te permet justement d'animer. En gros, dans l'idée, quoi. C'est-à-dire que, on va dire, on a calque 1, 2, 3. Le 1, par exemple, c'est le corps d'Iron Man. Le 2, c'est une tête d'Iron Man. Et le 3, c'est la deuxième tête. Et en gros, sous After Effects, en fait, c'est là où je me disais que, par exemple, le calque 1, donc le corps, bah, il reste, on va dire, 3 secondes. Il bouge pas, donc il reste sur les 3 secondes. La tête 1, par contre, elle va durer juste 1 seconde. Et donc, en fait, je time la durée d'un calque. Et ensuite, la tête 2, elle apparaissait ensuite. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, ouais, je vois. Et le truc, c'est que pour passer de la tête 1 à la tête 2, tu peux ajouter un effet de transition alors qui donnera l'illusion que la tête se tourne alors. C'est ça. Et c'est ça qui est d'ailleurs incroyable. Et là, on vient vraiment au fondement de l'animation. En fait, c'est que dès qu'il y a un mouvement, l'illusion d'un mouvement, l'œil humain, et t'avais Scott McCloud qui en parlait aussi, en fait, t'as l'impression qu'il y a une animation. Juste le fait de tourner la tête et de jouer sur la superposition, t'as la sensation d'animation. Donc même si les animations étaient assez cut, c'est-à-dire que moi j'allais pas faire genre si on passait d'un face à profil, j'allais pas faire une tête de 3/4. Dans une belle animation, tu le ferais pour avoir un beau truc fluide. Mais là, en fait, même si c'était cut, ça marchait très bien. Et c'est d'ailleurs un petit peu, c'est assez inspiré des animations japonaises à la base, quoi, qui étaient assez cut, mais du coup qui marchent aussi. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça, c'était donc t'avais fait les deux, donc pour Absolute Carnage et War of the Realms. C'est ça. Et en termes de scénario, par contre, c'était pas toi qui l'écrives, alors c'était le script que tu disais que tu recevais avec les voix. C'est jamais quelque chose à laquelle tu prenais part, ou tu avais quand même des libertés de modification t'avais une certaine liberté. Bah oui, justement, pour le coup, parce que le storyboarder, quelque part, c'est le réalisateur, pour le coup. Dans ce cadre-là, oui. Et c'est vrai que c'était assez agréable d'ailleurs, parce que des fois et je me rends compte, alors ça c'est un autre souci, c'est un souci, le mot est fort, mais c'est vrai que chez Marvel, des fois sur des comics, je savais même pas qui était le scénariste avant de voir le comics édité. Et là, en fait, tu vois, j'ai même plus le nom des scénaristes qui ont travaillé sur ces motion comics. Mais c'est vrai que du coup, comme c'était des scénaristes de bande dessinée, des fois, c'était pas très animation friendly, quoi. Donc des fois, c'était un peu bizarre en termes de raccord. Mais les éditeurs étaient vachement cool et du coup je pouvais effectivement adapter. Et je me rappelle du coup que le Absolute Carnage, moi j'avais bossé sur l'épisode 2 où c'était la rencontre, alors c'est très précis, entre Norman Osborn qui avait hérité du symbiote et son fils. Et du coup en fait moi je faisais et en fait c'est une course poursuite entre les deux, et en fait moi j'avais essayé de faire ça en mode un peu film d'horreur et tout ça, quoi, et sauf que c'était pas forcément présent au début, et moi du coup j'ai pu vraiment me faire plaisir, même au niveau des couleurs, du coup dire bah là serait bien que la scène soit plutôt en rouge ou ce genre de choses, quoi. Donc c'était assez cool. Donc ouais, pour le coup j'avais un vrai impact, pas sur les dialogues par contre, évidemment là j'étais obligé de faire respecter les dialogues, mais je pouvais éventuellement les remodeler, c'est-à-dire que tes voix, t'avais des dialogues qui apparaissaient après, et je disais bah non, et ce serait bien qu'ils soient là, et ce genre de choses. Donc pour le coup c'était vraiment une expérience assez cool. Et puis après bah ils ont arrêté d'en faire. Depuis j'ai vu qu'il y a eu encore d'autres motion comics, mais que j'ai découvert vraiment par hasard sur les Mecha Avengers, je crois. Et Tekken Avengers peut-être, ouais, ça doit être ça. Et sauf que là il y avait même pas les crédits et tout, enfin ouais, donc c'est un autre sujet. De toute façon ça ne concerne plus, mais est-ce que c'est cette expérience qui t'a permis aussi après de devenir quand même de façon de plus en plus fréquente layout artiste ou même artiste en fait sur certains titres de chez Marvel, puisqu'on t'a vu sur Ironheart notamment, tu faisais le layout sur un one shot sur White Fox où là tu te dessines. C'était cette première expérience sur les motion comics qui t'a permis d'aller sur leur production papier? Alors honnêtement, je suis pas sûr. Ouais. En fait, à vrai dire, si, je pense, mais c'est plutôt par rapport au Infinite Comics. Donc les Turbo Media, la vidéo c'était en gros en parallèle, mais parallèlement aux vidéos, je bossais déjà sur Ironheart, tu vois. C'est plutôt l'expérience Ironheart, effectivement, qui je pense m'a permis de déboucher sur White Fox et sur les graphic novels pour Scholastics. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe alors du coup sur ces comics là? Alors sur Ironheart, c'était un peu un appel en urgence. C'est vrai qu'il lançait le titre et t'avais Kevin Libranda qui dessinait. Et moi en fait je crois que j'ai fait le storyboard à partir de la page 14 ou 15, un truc du genre. Et puis finalement t'as Luciano Vecchio qui après est devenu l'artiste régulier. Et pour le coup d'ailleurs j'étais très content parce que il se trouve que moi j'ai commencé chez Marvel il y a 9 ans maintenant avec Luciano, donc c'est vrai que j'étais content de le retrouver là-dessus.
Et du coup, donc là, ouais, ça c'était, t'avais un épisode par mois. Donc j'ai fait ça, ça a duré 12 numéros, il me semble. Mais c'est vrai que c'est plus en fait, comment dire, c'est plus le côté Jofo, il est dans la catégorie layout artiste. Et généralement, on a besoin d'un layout artiste quand c'est un peu d'urgence. Ouais, justement, qu'est-ce que c'est un layout artiste pour celles et ceux qui découvrent peut-être le terme, et pourquoi on fait appel à un layout artiste? Parce que du coup tu me laisses la main en plus. Je te laisse expliquer. Ouais. Les layout artistes, c'est le storyboard, c'est-à-dire donc c'est l'architecture en gros de la mise en page. Et assez souvent et même généralement l'artiste principal fait le storyboard ou le layout. Et je le précise parce qu'effectivement depuis que je suis devenu dessinateur, j'ai souvent la question, mais du coup est-ce que tu fais aussi le layout? Et donc oui, généralement l'artiste fait les deux. Mais quand c'est l'urgence, le layout artiste ou storyboard artiste permet en fait effectivement de défricher justement le scénario, et en gros l'artiste a moins à réfléchir, donc est un peu plus rapide, en tout cas dans les faits. Sur le papier c'est censé être ça, pour du coup pondre les images, parce que bah voilà, j'ai déjà dégrossi, là il se passe ça, tu mets cet angle là, etc. C'est ça, donc toi tu t'occupes vraiment en fait à la fois du découpage, c'est-à-dire en termes de nombre de cases sur la planche, mais aussi tu vas choisir directement les angles de vue de chaque case. Donc c'est vrai que l'artiste après il voit grosso modo les personnages, où est-ce qu'ils sont placés, avec quel angle et combien de pages combien de cases il y a à faire. Du coup il a plus qu'à dessiner grosso modo par dessus même ton trait ton trait préparatoire que tu as fait. C'est ça, exactement, ouais. Et alors du coup des fois on se retrouve avec des fois c'est hyper respecté, et des fois pas du tout. Donc du coup après c'est ensuite le dessinateur, mais je peux comprendre parce que ça peut créer même une frustration effectivement chez le dessinateur qui dit mais mince, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu frustrant pour les deux, parce que toi tu fais quand même la mise en scène, mais c'est pas toi qu'on verra sur le dessin, et en même temps pour le dessinateur effectivement il dessine là quelque chose, mais il a pas eu toute la liberté non plus de composition, parce que on lui a déjà dit quoi faire. Donc l'un et l'autre, alors c'est bien parce que ça reste un travail d'équipe, et a priori qui peut être on va dire demandé, parce que la deadline, c'est surtout le temps qui le demande, mais c'est quand même un truc où l'un visibilise un petit peu l'autre, et l'autre est pas complètement, ouais tu vois. Donc oui, t'as entièrement raison, et ça c'est vrai que c'est un peu je veux dire pas le pendant négatif, mais vous en parlez assez souvent sur Force Print, mais ça reste une industrie en fait, et donc on est vraiment dans cette logique de travail à la chaîne, et donc du coup là pour le coup ouais, clairement et du coup s'il faut un layout artiste pour permettre à la chaîne d'aller plus vite, du coup c'est vrai que je me retrouve là-dedans, mais je suis juste un rouage en fait dans la machine, quoi. Puis de mémoire, je me rappelle plus, mais sur les numéros Ironheart, t'étais pas sur la couverture du coup, si pour le coup, ouais. Mais c'est pareil, ça va être trop. Alors là, je remonte, c'est une accusation qui est peut-être fort, et l'accusation le mot est trop fort, mais ça va être un peu au bon vouloir des éditeurs, quoi. C'est vrai que des fois j'apparaissais sur la couverture, des fois non. Sur Ironheart, j'apparaissais de mémoire. Hein. Puis de toute façon, ça reste compliqué quand même pour toi, tu vois. Enfin, on va dire d'un point de vue très pragmatique, mais si à un moment t'es en temps dédicace et que t'as les numéros, alors certes t'as fait le layout dessus, mais on te voit pas en fait. C'est un peu compliqué de dire je peux te le dédicacer, mais c'est quoi le dessin que t'as fait Et c'était encore pire sur les Infinite Comics, parce que moi je bossais sur ce format numérique qui est depuis arrêté. Je bossais pas sur la mise en page finale papier, donc c'était encore pire, encore plus frustrant pour moi. Donc oui, effectivement il y a de ça. Après honnêtement, comme on s'est souvent parlé, ça reste c'est ce qui mettait du beurre dans les épinards, quoi. Ça reste moi j'appelais ça entre guillemets un day job, qui reste évidemment un travail assez cool, on va pas se mentir, de bosser pour Marvel, mais qui du coup avait ce côté un petit peu frustrant, parce qu'effectivement derrière c'était pas mes dessins et ce genre de choses. C'est ça, c'est le job alimentaire, mais le job alimentaire plus quoi quand même. Exact. Histoire que de pas dévaluer non plus ce que t'as fait, parce que quelque part c'est quand même enfin une aide précieuse, parce qu'il faut un sens aussi du découpage et de la mise en page, parce que la BD c'est pas que du dessin, c'est aussi une narration séquentielle, parfois c'est même plus important en fait d'avoir une bonne narration que forcément un entre guillemets bon dessin. Donc je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez essentiel, mais voilà, qui peut entraîner certaines frustrations. Donc du coup quand on te dit vraiment là tu vas pouvoir dessiner, t'es quand même content. Ah là pour le coup je suis saucé, là on peut le dire effectivement, et d'autant que et juste pour revenir 2 secondes sur ce que tu disais juste avant, effectivement c'est un job plus, parce que je reconnais quand même la chance que j'ai de bosser chez Marvel, tu vois, et pas de faire un job alimentaire entre guillemets, et pas de faire
de faire un travail beaucoup plus pénible ou qui n'a rien à voir justement avec le monde du dessin. Donc ça, c'est vrai que je reconnais que je suis chanceux quand même là-dedans. Mais après, voilà, entre le Burnout et Marvel, qu'est-ce que tu préfères quand même quand c'est du créateur total, malgré le danger, on va dire, parce que j'imagine aussi que je sais pas si tu peux nous le dire, nous le confirmer ou pas, mais que Marvel, t'as l'assurance d'avoir ta paye et d'être sur un truc qui va marcher à peu priori quoi qu'il se passe, alors que sur Burnout, t'étais quand même devant l'inconnu total. Ouais. Mais c'est vrai que c'est après là, en étant un peu philosophe, c'est des choix de vie justement où t'as envie des fois de tenter, si on peut si tu peux te le permettre et si l'occasion se présente. Et du coup, je suis vraiment très content d'avoir tenté et clairement, je sais que je retenterai à l'avenir, tu vois. Parce que c'est vrai que on l'a dit et on l'entend assez souvent. Bosser chez Marvel et DC, c'est évidemment vachement cool parce que on a grandi avec ça. Mais en même temps, il y a ce côté, c'est un bac à jouets et à la fin, les jouets, faut que tu les ranges, quoi. Tu peux pas vraiment changer l'univers, quoi. Enfin, l'univers de ces Big Two, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper excitant et en même temps, au bout d'un moment, il y a un sentiment de frustration par rapport à tes propres envies, justement, de ce que tu veux raconter. Voilà. Pour ça. Ok. Et alors tu fais donc ces différents comics pour lesquels tu dessines. On va revenir sur La Promesse un petit peu après, qu'on fera un point sur le webtoon quand même. Mais ensuite, ce qui s'enchaîne, c'est que tu vas devenir donc le storyboarder pour du roman graphique jeunesse qui est fait chez Scholastic. Ouais. Alors ça, c'est pour faire le petit point histoire, c'est arrivé après La Promesse, quand même. Ouais. Si je remonte la recherche Jofo sur Comicsblog, vu qu'on parle quand même régulièrement de tes travaux, effectivement La Promesse ça arrive avant, mais du coup je voulais pas faire un tracé chronologique parce que je voulais rester sur le Marvel, sur le storyboard papier, et après faire un pan plus numérique pour parler de La Promesse, puis après des Infinity Comics aussi, quoi. Ça me va. Tu me dis, sinon tu peux hijacker le podcast et faire ton déroulé, mais bon, vas-y. Non, au contraire, c'est toi le professionnel ici, c'est toi qui as la carte journalistique, hein, c'est pas moi. Je suis le directeur du podcast là. Et ici, parce que je peux juste te dire, avant de parler des graphic novels, c'est que je peux te dire qu'il y a eu la pandémie, évidemment. Enfin, je sais qu'on oui, bien sûr, mais vas-y. Ouais. On en a assez parlé aux médias, enfin partout. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pu être un acteur ou une victime, selon le terme. C'était que vraiment j'ai subi l'arrêt de la production Marvel, c'est-à-dire qu'en fait ensuite j'ai fait donc 5 pages pour White Fox, et là c'est pareil, en fait c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que moi je m'occupais du storyboard aussi, c'était aussi avec Kevin Libranda qui avait commencé sur Ironheart, et de ce que j'en ai compris, Kevin était en retard, et donc du coup ils m'ont demandé de faire le storyboard, sauf même en faisant le storyboard, il était quand même encore en retard. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire 5 pages. Donc évidemment, moi, j'étais hyper content. Mais c'était plus parce que c'était le méga rush et que quand moi, j'étais le seul mec disponible et qu'ils se sont dit, ah, mais Geoff, il dessine, je crois. Donc du coup, on va aussi lui permettre de faire les dessins. Mais voilà, et ça me permet de préciser que justement, il y avait quand même ce côté un peu frustrant américain. C'est-à-dire qu'une fois que t'es tel rouage, tu restes le rouage, quoi. Parce que moi, tu t'en doutes, j'avais déjà dit, mais vous savez, je dessine. Sauf qu'ils étaient en mode, oui, on sait, mais les couilles. Les couilles, viens faire de layout, ça. Et donc voilà. Mais donc du coup, j'ai fait White Fox. C'était le même moment où il y avait Absolute Carnage et ce genre de choses en motion comics, donc. Et ensuite, il y a eu la pandémie. Moi, en fait, il m'avait fait bosser sur un comics. Je suis pas sûr que je peux le nommer, c'est pas très grave, mais en gros, mais voilà, j'ai fait ça un titre pour une licence. J'avais fait 2 épisodes sur lesquels j'ai été payé et tout. Et j'avais même vu les premiers dessins du dessinateur. Et puis, en fait, la pandémie arrive. Donc, le titre est mis à l'arrêt. Et du coup, là, c'est le gros flou, pour le coup. Et donc, moi, je m'étais dit, ok, ça y est, je crois que là, c'est fini avec Marvel. D'où, je refais l'insert La Promesse. Et puis, finalement, au mois de juillet, je suis contacté par une éditrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lauren Bissom et Caitlin Reynolds, qui me dit, voilà, je suis une nouvelle éditrice, en gros on lance une ligne jeunesse en partenariat avec Scholastic, qui est sur Miss Marvel et Miles Morales principalement, et du coup on a besoin d'un layout artiste. Est-ce que ça t'intéresse dans l'idée, quoi? Et du coup moi j'étais hyper chaud parce qu'en plus ça changeait un peu d'un comics régulier, parce que là c'était pas 22 pages, on partait tout de suite sur 100 pages. Le format était différent et c'était destiné à un public jeunesse.
Donc, même si évidemment c'est tout public. Donc graphiquement c'était différent. Et c'est vrai que j'ai vachement accroché à cette idée-là. Et du coup, en gros, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser sur ces 2 graphic novels. J'ai même participé en urgence sur le Black Panther qui n'est pas encore sorti. Enfin, c'est sur Shuri pour être exact. Voilà. D'accord. Mais alors, c'était que, en termes d'organisation, tu disais que c'était un petit peu différent quand même de ta façon de travailler avec Marvel, Sensu Stricto. C'était quoi alors là? Ouais, parce que bah déjà en fait comme c'était sur 100 pages, ça permettait d'avoir la relation était différente parce qu'on avait vraiment une vue globale sur l'histoire. C'est pas juste du coup sur coup, il y a 22 pages et un cliffhanger et moi je sais pas du tout ce qui se passe ensuite. Là, j'avais vraiment la globalité, donc ça c'était assez appréciable. Il y avait beaucoup d'échanges avec les éditrices qui étaient vachement ouvertes. Tu parlais tout à l'heure de séquences et de mise en scène et pour être honnête, c'était vachement agréable parce que là, je pouvais vraiment faire de belles propositions. C'est-à-dire que je pouvais leur dire, est-ce qu'on peut retirer une case, est-ce qu'on peut en rajouter une. Et alors que généralement, justement, c'est tellement le rush qu'en fait, c'est s'il y a 6 cases, il y a 6 cases et tu te débrouilles avec les 6 cases. Là, j'ai eu l'occasion de leur dire, par exemple, au lieu de faire une double page, ce serait plus simple d'en faire une simple finalement. Et du coup, ça c'était notamment sur Miss Marvel où il y avait 2 doubles pages et moi j'ai dit mais en fait elle fonctionne très bien en simple. Ce qui m'a fait gagner 2 pages, en fait, en gros, de vide. Sur 100 pages, il y en avait plus que 98, en gros. Et donc, je savais que j'avais 2 pages de marge. Et il y a, du coup, et il y avait ensuite une séquence dans Miss Marvel où c'est une cérémonie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un mariage. Mais du coup, pakistanais, puisqu'il me semble qu'elle est pakistanaise. Et en fait, du coup, quand t'arrives cette scène-là, t'avais genre case 1, on présentait la salle, mais ensuite t'avais case 2, case 3, case 4, etc. Et moi, en fait, j'ai dit, mais attendez, c'est un peu dommage parce que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on voit une cérémonie pakistanaise et en plus, le dessinateur est vraiment cool, donc ce serait bien de pouvoir d'avoir une belle page qui présente ça. Donc j'ai proposé en fait de transformer cette case 1 en une splash page et ils ont accepté. Et du coup, on se retrouve avec une splash page et je suis hyper content parce que ça n'a pas loupé. On a vraiment une belle page, quoi. Et donc ça, c'était vraiment apprécié et appréciable d'avoir de vrais échanges justement avec les éditrices et ensuite aussi évidemment avec les dessinateurs. Même si moi, pour le coup, c'est vraiment l'éditeur ou l'éditrice qui fait le socle. Mais du coup, des fois, il n'y a pas forcément de communication entre les différents postes. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas discuté. Par exemple, j'ai pas du tout discuté à l'époque avec les scénaristes. Ouais. Et même, mais avec les dessinateurs un petit peu quand même, non ? Et avec les dessinateurs, mais a posteriori. Ah ouais ? Ouais. Et c'est super. C'est-à-dire que vous êtes quand même tous les deux, enfin vous êtes deux du coup à construire l'identité visuelle des planches, mais sans forcément vous parler alors. Ouais. C'est ça. Après, c'est la logique un peu à l'américaine. Ça reste un rouage dans la chaîne, donc toi, tu t'occupes de ça et la personne suivante s'occupe de ça. Il n'y a pas forcément de discussion entre. Disons, c'est ça que si tu voulais schématiser, t'aurais deux, comment on appelle un rouage, ouais, c'est ça. Enfin, t'en as deux séparés, puis au milieu, t'as celui qui incarne l'éditeur, qui permet que l'ensemble, qui surveille d'en haut, en gros. Ouais, c'est ça, que la machine puisse tourner dans son ensemble, quoi. Non, c'est assez curieux comme façon de faire. Par contre, tu disais que que t'avais plus de liberté sur sur ce découpage et tout ça, et que c'était moins le rush, mais t'étais dans le rush quand même, alors, pour faire ce roman graphique? Ouais, après moi ça allait parce que je suis un peu comme tu t'en doutes et comme les auditeurs et auditrices sans doute, je suis un peu rodé au système, quoi. Ouais, maintenant, ouais. Donc c'est vrai que moi j'avais mon rendement, j'avais ma logique. Et ici, par exemple, un truc tout bête, moi dans le storyboard en fait j'inclus le texte. C'est-à-dire que évidemment je le rédige pas non plus, mais je mets des bulles de texte pour au moins situer dans la case et ainsi être sûr que le dessinateur en gros laisse de la place pour le lettrage. Donc voilà, donc il y avait ce genre de choses. Puis voilà. Ok, très bien. J'en reviens maintenant un peu à un autre pan qui est aussi le webtoon, la bande dessinée numérique, parce que on sait que t'as commencé quand même par là avec tout ce qui est ces histoires de Turbo Média, format qui n'existe plus. Ou qui n'est plus utilisé plutôt, en tout cas, qui est plus... ou s'il est utilisé, c'est pas à ma connaissance, en tout cas pas dans le comics. Ouais. Turbo Média qui a été un format de lecture numérique, mais avec, on va dire, de la BD un peu augmentée, avec des petits effets d'animation, de transition entre les cases, avec un accompagnement.
qui était présenté à l'époque un peu comme une forme de révolution dans la BD, mais en fait, je sais pas, j'imagine qu'on s'aperçoit qu'au final, les gens se satisfont très bien en fait d'images statiques. En fait, pas que ça développe beaucoup d'efforts pour développer en fait, on va dire des petits gimmicks qui font que le turbo média est entre la BD pure et l'animation, mais sans profiter des avantages de l'un ou de l'autre. En fait, c'est vrai que pour le coup, moi honnêtement, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Mais d'un point de vue logistique et de production, c'est pas rentable dans l'idée. Mais le format était vraiment cool, c'est-à-dire que c'était pas juste tu tombais sur une page et il y avait la case 2 qui était animée, quoi. C'était parfois t'avais du son aussi il y avait aussi du son, mais c'était vraiment, tu pouvais jouer sur des superpositions de cases, sur des petites animations, parce que ça a été inventé donc par le français Balak, qui est co-créateur de Last Man et surtout de Pipoudou. Surtout de Pipoudou, clairement. Et lui, à la base, il vient du storyboard, et en fait, donc, le format était quand même vraiment pensé pour être lui-même en 16/9 dans l'idée, quoi. Donc c'était vraiment, et là, en fait, t'étais plus contraint par le fait de commencer en haut à gauche pour aller en bas à droite. Tu pouvais mettre une case en bas, puis après une case en haut, puis après une pleine page. Enfin, donc c'était vraiment intéressant en termes de narration. Mais c'est vrai que pour les éditeurs, c'était plus un casse-tête en fait, et ils comprenaient pas. Ils disaient oui, mais au final, et même les lecteurs d'ailleurs, en fait, au bout d'un moment, ils disaient mais est-ce que ça va terminer en BD, est-ce que ça va terminer en animation? Donc c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur, mais c'est vrai que c'était trop compliqué en fait comme et puis même justement à éditer, c'est-à-dire qu'il fallait du format HTML5 je crois, enfin c'était un peu compliqué, là où Marvel déjà l'avait simplifié en gros, et comme disait Balak, en fait globalement le turbo média c'est un diaporama quoi, en fait, hein, où t'appuies sur suivant, etc. Mais quand t'enlèves les animations, si tu veux mettre des animations et du son, là ça devenait plus compliqué, et du coup ça devenait même trop compliqué entre guillemets quoi. Mais comme c'est un diaporama, ça restait in fine, en fait après on peut faire une mise en page classique, et voilà quoi. Donc c'est vrai que Marvel ils ont fait ça quand même pendant de 2012 à 2015, 3 ans je crois. Donc c'était assez c'est bien d'avoir expérimenté, de toute façon. Clairement, ouais. Et puis moi c'est ce qui m'a permis d'entrer chez eux, hein, clairement, grâce à Balak, Marco et Steve Walker. C'est vraiment moi j'ai cette espèce de trinité. De trinité, ouais, c'est ma trinité sacrée. J'ai des photos d'eux chez moi et que je bénis tous les jours. Mais voilà, donc c'est vraiment grâce à ce format-là que j'avais commencé. Mais c'est vrai que le format était entre guillemets bâtard. Moi, je le trouvais vraiment bien, et vous pouvez trouver des exemples en ligne. Mais ouais, c'était trop entre deux. Là où le webtoon est beaucoup plus simple d'un point de vue de la production. Ouais. Puisqu'en fait, en gros, c'est juste des JPEG les uns en dessous des autres. C'est ça. Du coup, c'est donc on en parle en plus depuis pas mal de temps maintenant sur First Print, mais donc webtoon, une bande dessinée numérique en fait au format de lecture à scrolling vertical. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de droite à gauche, en fait, on descend de haut en bas, qui est parfaitement adapté en fait surtout pour les smartphones, grosso modo, et aussi pour les tablettes. Mais voilà, c'est quand même un format de lecture qui nous vient de Corée, et qui est vraiment en fait prend vraiment avantage du fait que tout le monde passe beaucoup de temps maintenant aujourd'hui sur son smartphone à scroller, notamment des feeds, donc que ce soit les feeds des réseaux sociaux, que ce soit des sites internet, des choses comme ça. On va tous en fait du haut vers le bas, et en fait ils se sont dit pourquoi on raconterait pas des histoires en bande dessinée sous ce format-là, où ça se prend vraiment comme une forme de très longue case étendue. Mais en fait, du coup, toi, c'est effectivement, c'est juste que tu fais des JPEG que tu vas ensuite assembler les uns au-dessus, les uns au-dessus et en dessous des autres. Dans l'idée. Puisque c'est comme ça, en fait, voilà, que là, on peut revenir sur la promesse qui était ton premier webtoon comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce format-là particulier de bande dessinée numérique? Alors, l'argent, principalement. Effectivement. Après, tu vois, on est dans un podcast de bande dessinée, de comics et tout ça, de pop culture, avec marqué culture dedans. Donc moi, j'aimerais bien un petit peu que tu fasses comme les autres artistes qui viennent nous parler de leurs rêves, de leur passion, d'imagination, alors qu'on sait très bien que vous faites tout ça parce que faut bien en vivre. Il y a ce côté très pragmatique, sachant que toi en plus t'es particulièrement vénal quand même, Geoffroy, on peut se le dire. Hein, on est entre nous. Non mais blague à part, ouais, à part l'argent du coup. Écoute, en fait, ce qui me, déjà donc comme on l'a bien compris, c'est vrai que moi je suis intéressé par différentes formes de narration. Et il se trouve que, en fait, la plateforme, alors ça c'est un peu relou, moi je trouve, mais en fait la plateforme Webtoon, qui en fait s'appelle Line Webtoon, et du coup pour moi c'est plus simple de les appeler Line, parce que t'as le format Webtoon et la plateforme Line. C'est chiant quand c'est la marque qui est le nom aussi. Mais en gros, voilà, Line, l'avantage c'est que c'est gratuit.
Donc tu peux, t'as même pas besoin de t'inscrire, quoi. Tu peux lire directement. Et c'est assez bien fait en termes d'expérience utilisateur. Et c'est hyper important vu que tu utilises ton smartphone, quoi. Et donc du coup voilà, il proposait de faire un concours qui était limité en 3 épisodes. C'était minimum 3 épisodes. Donc là on est en 2020. Et en fait, moi, je me disais justement, à la fois comme il y avait plus de boulot et justement un peu frustré de cette expérience de storyboarder où auprès à la fois du public et des professionnels, justement, je pouvais pas montrer l'étendue de mon travail et de mes capacités. Je m'étais dit que c'était l'occasion de produire un comics, de produire une histoire où là, vraiment, je gérais tout de A à Z, et j'étais aussi encouragé. Notamment par un auteur comme Declan Shalvey qui alors pas directement j'allais dire ça va, on a Declan Shalvey dans ses potes, c'est cool, hein. Et non, mais justement en fait je trouvais qu'il fait des tweets assez inspirants en fait, et il disait si vous avez l'occasion, et on l'entend à longueur de journée, hein, de toute façon, le côté si vous avez l'occasion de faire vos projets, faites-le, parce que ce sera gratifiant, mais justement on a toujours peur en même temps de se dire ouais, t'es gentil, tu me dis ça, mais si je me lance dans un gros truc et que ça plante, tu vois, un peu comme Burnout. Et c'est là où justement ce qui me plaisait dans ce concours, c'est qu'encore une fois il était limité à 3 épisodes, donc je me suis dit au moins je fais une histoire courte mais où je peux me faire plaisir. Et donc du coup et en même temps c'est un nouveau format, et comme le format est effectivement vertical, je me suis dit ok, on va essayer d'expérimenter un peu là-dedans. Et t'avais notamment, je crois que c'est Sanford Green, l'auteur de Bitterroot. C'est le dessinateur de Bitterroot. Ouais. Qui a fait en anglais un titre qui s'appelle, je crois, The Thousand, ou un truc du genre, un webtoon justement aussi. Donc il y a aussi des auteurs de comics qui sont essayés à ce format. Donc voilà, donc moi c'était vraiment à la fois l'occasion de tester un nouveau format et comme je disais, de faire montrer mon portfolio, quoi, montrer mes dessins et ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et évidemment je regrette pas du tout, puisque au final j'ai même gagné, je crois, la 2e ou 3e place du concours. T'avais gagné une place là-dessus, mais qu'est-ce que c'est les spécificités d'un point de vue notamment narratif du webtoon, du coup, parce que tu dois construire ta planche, enfin du coup c'est pas une planche fresque, en fait, c'est une fresque, quoi, c'est ça, c'est comment tu la réfléchis alors? C'est une bonne question, parce qu'en plus chacun a un smartphone différent, donc ce qu'il va avoir sur l'écran va être différent dans l'idée. Enfin pas de beaucoup, mais tu vois, après c'est au rôle des plateformes d'être responsive, de s'adapter au format des écrans de chacun. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu joues en fait avec le webtoon. Il y a un truc qui est pas mal, à la différence d'une page où tu vois la globalité de la planche sur une page papier ou même un comics en numérique, c'est que là en fait tu sais pas ce qui vient après. Donc ça c'est pas mal, parce que tu peux jouer sur des transformations, comme j'en ai fait une notamment dans Eternals, où t'as les, comment on appelle ça, les symboles en fait, qui d'un coup c'est juste un symbole au mur, et puis d'un coup en fait ça rejoint une case et ce genre de choses. Donc tu peux jouer, ça c'est assez intéressant. Et t'as un auteur qui s'appelle Vidu, qui aujourd'hui n'est plus tout dans le webtoon du tout, mais il avait essayé avec un truc qui s'appelait Elia Police Investigation, je crois, et lui en fait chaque case, au lieu de faire des cases classiques, il testait justement des transformations. Par exemple, t'avais t'avais quelqu'un qui portait une chemise à carreaux, et tu descendais, en fait les carreaux se transformaient en barreaux de prison, tu vois. Donc il y avait donc ça c'est intéressant en termes de format, et tu peux très difficilement le faire en bande dessinée, parce que tu vas être contraint encore une fois par le format de la page, là où il y en a pas dans le webtoon, quoi. Et un des points positifs du webtoon justement, c'est que tu peux jouer à fond sur le suspense et sur le rythme de lecture. C'est-à-dire que tu peux avoir des cases qui sont vachement proches les unes des autres, ou au contraire les espacer à mort pour créer du suspense. Il y a moins de contraintes au niveau des bulles. Parce que du coup tu peux les foutre directement en dehors. Alors ça c'est pas mal, mais quand finalement tu te retrouves à devoir faire une mise en page papier, ça peut être un peu contraignant. Et donc voilà, le fait de pas voir ce qui vient ensuite te permet vraiment de surprendre le lecteur, et du coup tu peux jouer à fond là-dessus. Et est-ce que c'est pour ça que je suis parti sur une histoire un peu d'horreur? Je ne sais pas, mais j'imagine que oui, parce qu'instinctivement je m'étais dit que ça s'y prête très bien. Ouais. Et après au-delà de transformations, enfin tu peux sinon juste utiliser des plages de blanc ou de noir complet pour faire des silences entre guillemets. Ça, ouais.
Des ça quoi. Ouais, du coup cette histoire alors donc avec un milliardaire en fait qui part faire une mission d'exca pour aller chercher une fleur précieuse et qui se retrouve face à voilà une créature monstrueuse. Ça t'est venu comment cette histoire alors? Faut pas spoiler la fin parce qu'il y a un twist et tout ça. C'est que 3 épisodes, c'est gratuit. Donc pareil, dans la description du podcast, on vous renvoie aussi sur le lien du webtoon La Promesse, disponible en anglais aussi d'ailleurs sur l'application anglaise. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cette histoire? C'est une bonne question. Et là, on est vraiment dans le processus créatif. En tout cas, perso, je sais que j'ai mis 2 ou 3 mois à réussir à écrire l'histoire. Enfin, à trouver l'histoire. Trouver le pitch, parce que. À trouver le pitch. Et j'ai été aidé notamment par un scénariste qui s'appelle Kit Toussaint, qui est un auteur de franco-belge qui marche assez bien, qui a fait notamment Magic 7. Olian, Animal Jack, enfin voilà, ça c'est la promo de mon pote, et qui lui en fait il m'a juste posé les bonnes questions en fait, il m'a jamais contraint de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais en fait j'avais pas de, je sais quoi là, l'horreur c'est un médium qui me plaît bien, même si maintenant j'en regarde moins parce qu'en fait je vais quand même avoir peur un petit peu, je suis un peu chochotte. En fait j'avais envie d'une histoire relativement simple, on est presque dans un huis clos en fait avec La Promesse. Donc grosso modo il y a 2 unités de lui quoi. C'est ça. Et en plus moi je suis fan entre autres de la série Lost qui joue pareil sur une double temporalité. Et donc moi en fait je voulais pas m'embarrasser, et donc c'est l'avantage d'être mon propre scénariste justement, donc je fais ce que je veux et si je suis pas content je m'embrouille avec moi-même. Je voulais pas m'embarrasser d'environnement trop riche, de faire une histoire en mode blockbuster avec des grandes villes à dessiner, etc. Et du coup c'est pour ça que je suis parti assez rapidement sur cette logique de lieu unique avec un monstre, et du coup avec des segments effectivement qui racontent comment il en est venu à cet endroit-là. Après, et comme je suis entièrement d'accord avec toi, on va pas spoiler, mais en fait j'ai d'abord eu l'idée de la fin pour ensuite, et à partir de là j'ai brodé l'histoire. D'accord, t'es arrivé du twist en fait pour dérouler l'histoire. Et en termes de design, la créature, tu t'inspires de quoi? Tu t'es regardé le matin dans la glace et tu t'es dit vas-y c'est à ça que peut-être que tu t'es mis des cornes sur une tête un jour, tu t'es dit vas-y c'est marrant en fait. Ça peut être pas mal. Non, je cherchais, et c'est vrai que c'est évidemment toujours très compliqué de faire des designs qui soient intéressants et qui en même temps soient pas des trucs déjà vus qu'on voit partout. Et du coup, je te dirais que c'est même juste ça. En fait, en gros, j'essaie de creuser pour trouver un design un peu différent. En même temps, comme je suis un grand fan de manga et tout, et eux, ils jouent beaucoup sur les yeux. Donc, on va pas spoiler pour révéler la créature, mais voilà, du coup, j'essaie de jouer un petit peu sur les yeux. Et en même temps, le coup des cornes, en fait, c'était à la fois pour le design et à la fois pour l'histoire. En même temps, c'est ça aussi, justement, c'est d'essayer quand même de pas juste faire un design gratos, faire un monstre pour un monstre, mais essayer que ça serve le propos de l'histoire. D'accord. Et ça c'était du coup, quel impact ça a eu pour toi de faire ce webtoon, de faire la promesse dans ta poursuite, dans ta poursuite de carrière. Du coup, il se trouve que quand je l'ai fini, je l'ai envoyé à Marvel. Comme un portfolio en fait. Comme un portfolio, je leur ai dit écoutez, voilà, ça fait plusieurs années que je fais du layout pour vous. Oui, c'est ça, c'est par rapport à ce qu'ils disaient, mais quand tu leur disais ouais, je dessine et tout, ils disaient ouais, c'est ça, tu dessines et tout. Et donc là, t'es revenu vers eux en disant du coup, les gars, ça fait 3 ans que je vous dis que je dessine, donc la preuve. Voilà. Et je leur ai dit, parce que j'avais pu discuter avec Cebulski, ça c'était au Comic-Con 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Ouais. Et il a pas voulu me voir en interview du coup. Et lui, il m'avait dit qu'ils étaient intéressés par le format Webtoon, mais j'en savais pas plus. Ouais. Donc du coup, là on est en juillet 2020. Donc pareil, alors c'est Ricky Perlin c'est le talent manager, c'est lui qui s'occupe en gros dans l'idée de gérer les talents chez Marvel, donc enfin les talents, donc les artistes et scénaristes. Du coup, je lui ai envoyé ça. En même temps, je le remerciais d'ailleurs de m'avoir mis sur le Miles Morales et Miss Marvel, parce que si Lauren Bissom et Caitlin Reynolds m'ont contacté, c'est via lui. C'est lui qui a fait l'entremetteur. Exactement. Okay. Et donc du coup, je lui ai dit merci pour ça, et en plus moi je fais du webtoon, voilà le truc. Et il m'a dit ah ouais, c'est cool, je vais en parler. Mais voilà, ensuite silence radio là-dessus. Donc c'était un peu c'était une bouteille à la mer quoi, vraiment. Mais la vie de freelance, c'est ça quoi, dans l'idée. Tu lances plein de bouteilles à la mer, et ce qui est pas très
C'est pas très écologique quand même de jeter toutes ces bouteilles dans la mer. Tu sais, il y a quand même beaucoup de déchets dans les océans, donc ce serait bien d'arrêter un petit peu. Ouais, mais est-ce qu'entre une bouteille à la mer numérique ou une vraie bouteille à la mer, si elle est en NFT, ça change tout, effectivement, c'est sûr. Et du coup, ensuite, silence radio pendant, moi, donc, je bosse sur Miles Morales et Miss Marvel. On arrive en décembre 2020. Toujours pas de nouvelles, donc je me dis, tant pis. Ok, tant pis. On arrive en janvier 2021. Et en fait, moi, je commence à bosser sur la suite de La Promesse. Ouais. Vu que j'avais pas de boulot, je me dis en attendant, vu que ça, tu vas t'occuper, ouais. Autant m'occuper, ça a pas mal marché. Et puis ça t'a permis, entre autres, d'affiner ton style aussi, parce qu'on voit des évolutions, quand même, quand on regarde Burnout, c'est justement, et La Promesse, on voit que c'est moins cartoon, que t'as un trait un peu plus fin au niveau de ton ancrage, que tu commences à aller vers un peu plus de réalisme, quand même, là-dedans. Donc, on voit l'évolution de ton style aussi, que ça t'a permis d'affiner ton trait, quelque part. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, depuis la fin de Burnout, en fait, justement, on en a parlé au début. Voilà, cette insatisfaction que j'avais dans mon trait, je me suis dit, je vais travailler sur ça. Je vais travailler à la fois sur le dessin et sur l'ancrage. Et du coup, en gros, pendant 2 ans, vraiment, j'ai travaillé là-dessus. Du coup, même cette petite parenthèse de White Fox était hyper intéressante pour moi parce que c'était déjà dans un style plus réaliste. Ouais. Et du coup, j'ai continué vraiment à travailler là-dessus. Et La Promesse, c'est vraiment pour moi, en tout cas, le premier aboutissement de ces années de travail, entre guillemets, de cette refonte graphique, on va dire. Et donc, même encore aujourd'hui, c'est ça que je suis vraiment content de La Promesse. Et donc voilà, donc il y avait effectivement cette évolution graphique. Ensuite, j'avais discuté avec un éditeur franco-belge pour la suite de La Promesse. Et en fait, mi-janvier, il y a Ellie Pyle, qui était une ancienne éditrice de chez Marvel et qui bossait en fait, je sais pas si elle bosse encore d'ailleurs, Marvel Entertainment, je crois, donc qui est au-dessus de Marvel Comics, où ça brasse l'animation, le jeu vidéo. Ouais, okay. Enfin, c'est un peu, c'est vrai que c'est une pieuvre, je l'avais déjà dit dans l'ancien podcast, mais c'est un peu une pieuvre chez Marvel. Bon, et puis il y a Disney évidemment en plus au-dessus. Et donc t'as Ellie Pyle qui me contacte et qui me dit, voilà, on fait du webtoon et on cherche un storyboarder. Donc comme d'hab, c'est-à-dire que c'est un peu l'urgence ou qu'il y a un truc qui va pas en gros. Et du coup, moi comme j'aime l'argent, donc je me dis ok, let's go. Donc je commence à faire ça et là en fait je me retrouve presque nez à nez avec Steve Walker qui était en fait l'autre éditeur de ce projet-là et qui est l'éditeur qui m'a embauché il y a 9 ans maintenant. Et c'est vrai que lui, il est considéré comme un très bon éditeur pour le coup. Et pour ma part, je peux confirmer quoi. Il est vraiment archi cool, que ce soit professionnellement et humainement parlant. Et justement, quand il était parti de chez Marvel Comics, je m'étais dit mince parce que je le reverrai plus jamais. Ouais, parce qu'il est parti de chez Marvel pour aller éditer le 3 Watts, 3 Moons de Jonathan Hickman. Mais même avant, en fait, là, je te parle moi, je suis rentré en gros chez Marvel en 2013 et lui, il est parti en 2014. Ah, c'est-à-dire qu'il était revenu dans l'animation. D'accord, ouais. Donc il était au-dessus. Moi, je m'étais dit, ok, plus jamais je bosserai avec cet éditeur-là parce que là, il est plus du tout dans les comics, quoi. Donc du coup, de me retrouver avec lui en 2021 sur la branche du webtoon, j'étais hyper content parce que je savais que ça allait être cool, quoi. Et au point que justement, donc Steve vient dans la boucle et il me dit, et moi du coup j'en profite évidemment pour lui rappeler que j'ai fait La Promesse, même si je me doute que s'ils m'ont contacté, c'est bien parce qu'ils avaient noté que je faisais du webtoon quand même. Et Steve m'a dit, écoute, j'ai beaucoup aimé La Promesse, donc si après le projet en cours, ça t'intéresse de faire les dessins, let's go, quoi. Donc du coup, voilà, le début de l'année 2021 qui démarre sur les chapeaux de roue. Donc moi j'ai fait le storyboard du webtoon Deadpool avec Jerry Dugan au scénario et au dessin j'ai plus son nom, Lucas Werneck je crois, Werneck, je sais pas comment on le dit. Je crois que c'est V. Je pense que c'est Werneck aussi, ouais. Et après du coup on a enchaîné sur Steve m'a donné l'opportunité en fait de faire un poster promotionnel qui en gros ça évolue, enfin moi je savais pas à quoi ça allait correspondre quoi, mais il m'a dit voilà, tu dessines tous les persos que tu veux, donc ça c'était évidemment un énorme kiff. Je savais pas si ça allait, il m'avait dit que peut-être il s'en servirait pour le lancement de la ligne et je ne savais pas quand est-ce que la ligne allait être officiellement annoncée. Donc la ligne Infinity Comics qui est disponible
en exclusivité pour le moment pour la plupart des titres en fait sur l'application Marvel Unlimited. C'est ça. Donc voilà, vous payez c'est $70 l'année et vous avez accès voilà à certains comics inédits. Pour l'instant, parce qu'il y a des premières versions papier qui ont quand même été annoncées au final, mais voilà, ça vous permet d'avoir accès à pas mal de comics publiés de façon hebdomadaire, dont l'excellent webcomic dédié à Jeff, le petit requin sur pattes. Qui était d'ailleurs une des exigences de Steve quand il a vu ma fresque. Il m'a tout validé, il m'a juste demandé de rajouter Jeff the Shark. Ouais, mais normal, c'est une mascotte quoi. Il faut le mettre dedans. Ouais. Bah, il m'a dit que c'est toi qui l'avais contacté pour. faut pas trahir les grands secrets comme ça. Et mais donc du coup, voilà, donc j'ai pu faire ce poster qui était vraiment un énorme kiff parce que je me suis dit ok, c'est peut-être la seule occasion que j'aurai de pouvoir dessiner tous les persos que je veux, dont Howard the Duck. Ouais aussi, mais c'est vrai que c'est parce que du coup c'est un poster qui sera utilisé pour un peu faire leur carte de vœux en 2022 pour justement parler des Infinity Comics qui au moment où ton poster sort en fait ont déjà commencé, mais voilà c'est bien d'en remettre une couche j'imagine pour eux d'un point de vue promotionnel. Et donc t'as vraiment une très 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 longue fresque avec effectivement tous les personnages Marvel qui existent, voilà, tu les as tous dessinés un par un, c'est long et tout ça. Pas tous. Non, je sais, je rigole, pas tous, mais voilà, t'en dessines. J'aurais bien aimé, hein, mais ouais, c'est impossible, là, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est parce que les écrans sont pareil, toujours, c'est que les écrans s'enchaînent de façon très fluide, en fait, quand t'as le produit fini. Mais de ton côté, en fait, comment tu les dessines? Il y a combien de tableaux, en fait, que tu fais pour. Alors, en gros, du coup, on parle d'écran et pas de page. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était découpé en 6 écrans, je dirais à peu près. Et en fait, moi, effectivement, c'est quelque chose que j'essaie de faire. En fait, que la majorité des auteurs, autrices font en webtoon, c'est que tu vois pas la césure. En fait, l'idée, c'est que t'as vraiment l'impression d'une lecture en continu. Et du coup, ça va jouer soit par les transitions. Bah, en bas, tu mets un fond blanc à la fin de ton écran 1 et tu reprends par un fond blanc à l'écran 2 et du coup, hop, ça passe tout seul. Moi, vu que c'était des fonds colorés, c'est vrai que j'ai dû discuter un petit peu avec le coloriste pour m'assurer qu'il fasse bien les transitions. Mais il l'a assez bien géré, donc voilà. C'est-à-dire que par exemple sur le Deadpool de Jerry Duggan, en termes de script, alors tu vois juste à la place de page, il y a marqué écran en fait, c'est juste. Non, lui en fait il marque juste les cases même directement, globalement en fait. Ah ouais, d'accord. Depuis la case 1 jusqu'à. Alors en moyenne, mais c'est vraiment une grosse moyenne, on est sur du 50-60 cases. Ouais. Par épisode. Ce qui, pour l'anecdote, m'a entièrement satisfait parce que c'était le ratio que j'avais fait moi sur la promesse. Ouais. Donc du coup, et ça correspond à peu près à 10 pages de comics. D'accord. Bah de toute façon, c'est une forme de standard de publication. C'est ça. Ouais. Mais c'était cool justement de dire ok les mecs, on est dans cette logique là quoi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Non, c'était moi qui te posais la question sur la façon dont tu recevais les scripts et que du coup que tu avais utilisé 6 écrans alors pour faire la fameuse fresque. Ouais. Et du coup, bah, pour rester 2 secondes sur la fresque, encore une fois, vu que moi j'avais carte blanche, Steve il m'a dit vas-y tu me présentes un truc. Et du coup moi je suis parti sur ce principe de la magie en fait, de dire que le webtoon est un peu magique et c'est pour ça qu'on commence par Doctor Strange et qu'on termine par Scarlet Witch en fait dans l'idée quoi. Et voilà, c'était évidemment super cool. Et là on était vraiment, comme c'était pas narratif, il y a pas une histoire en fait, j'ai pu jouer effectivement sur des effets de transition avec notamment une cible dont une ligne devient en fait j'ai perdu mes mots. Le vaisseau, en fait, ça se transforme en flamme du vaisseau des Gardiens de la Galaxie et ce genre de choses. Voilà. Tu peux t'amuser à faire des transitions visuelles sur des éléments qui deviennent autre chose alors au fil de la chose, quoi. D'accord, très très bien. Et ça, c'est une nouvelle étape sur le webtoon en fait pour te mettre après l'étrier, on va dire, sur le webtoon Eternals, qui pour le coup en plus à cette particularité qu'il n'est plus limité à Marvel Unlimited parce qu'il est vraiment inscrit dans le cadre d'un partenariat très officiel avec Naver, avec Webtoon, quoi, avec Line Webtoon. C'est ça. Puisqu'il est maintenant proposé à l'heure où ce podcast est en ligne. A priori, il va, en tout cas, il sort le 22 février 2022. Nous, on enregistre le 14, donc je sais pas encore quand ce sera en ligne, mais grosso modo, ça arrive très bientôt en version française. Mais donc voilà, là, tu scénarises, enfin, tu dessines 2 épisodes de Eternals, The 500 Years of War, avec Dan
marionnettes au scénario des chapitres sur lesquels toi tu dessines. C'est ça. Et bah c'est évidemment. T'as un Abnet, mec, quand même. Ça va, c'est cool, on se met bien, hein? Bah ouais, surtout que moi je savais pas du tout avec qui j'allais me retrouver, tu vois, comme d'hab le rouage où tiens on t'amène le projet, puis là je vois écrit par Dan Abnett, je me dis ok cool. Alors bah c'est vrai que c'était évidemment c'était évidemment mortel en résumé très simple, parce que moi à titre perso j'étais pas hyper emballé par les films du MCU, mais pour le coup j'avais une curiosité quand même sur Eternals et de pouvoir dessiner une telle diversité de personnages, c'était quand même archi cool. Donc en gros j'ai tout donné. Voilà ce que je peux dire en résumé. Tu t'inspires un petit peu des acteurs quand même pour Alors pour l'anecdote, en fait on n'a pas le droit de s'inspirer des acteurs. Oui, si effectivement on avait j'avais un accès, j'ai dû signer un papier comme quoi, parce qu'en fait j'avais accès à un gros envers du décor, et donc je pouvais voir les costumes sous tous les angles, je pouvais voir les vaisseaux, je pouvais voir les monstres. Donc ça c'était toutes les armes de Senna notamment. Il y avait même des effets spéciaux qui nous montraient un peu comment fonctionnaient les pouvoirs. Et en fait alors ça on a déjà pu le voir parce que ça a fuité, je crois que c'est sur No Way Home notamment, une bande-annonce toute cracra où t'avais le nom qui était écrit en gros. Et en fait ça va sur un espèce de serveur qui est ultra sécurisé, et moi toutes les images en fait dessus, bah il y a écrit mon nom complet quoi. Donc c'est sûr que si je le balance sur internet, en fait c'est impossible enfin tu sais que ça viendra de moi clairement. Mais voilà, j'avais accès à un gros envers du décor, et par contre on n'a pas le droit d'utiliser contractuellement la tête des acteurs. Ok. Et du coup, moi, fun fact, comme effectivement, bah, mon style, et tu le disais, est devenu plus réaliste, et qu'effectivement, moi, j'aime bien quand même m'inspirer d'acteurs parce que ça m'aide à leur donner du corps, entre guillemets. En fait, j'ai fait un deuxième casting justement des personnages. C'est-à-dire qu'en gros, Icaris, moi je me suis inspiré de Tom Cruise dans l'idée quoi. Après je suis nul en portrait, donc ça c'est très bien. Ouais. Mais moi ça me permet de mieux visualiser les personnages quoi. Parce que ta Macari elle ressemble quand même vachement à Lauren Ridloff, hein, je trouve. Donc, Ouais, et alors ça c'était presque c'est pas voulu quoi pour le coup, parce que je me suis inspiré de Ariana Grande dans l'idée. Très bien. Bah écoute. Ouais, je voulais jouer, d'accord, ok. Mais et après, ça se verra pas forcément dans mon style graphique, mais moi, vraiment, du coup, comme je vais voir les grimaces et le corps des acteurs, en fait, ça me permet vraiment de les construire plus facilement. D'accord. Et donc voilà, donc ça c'est ma tambouille perso à moi. À chaque fois, j'essaye de prendre des acteurs. Puis voilà, bah après, j'ai envie de dire que tu t'inspires que tu aies Ariana Grande parmi tes inspirations quelque part, c'est une bonne chose. Et donc du coup, elle est venue chez moi, on a discuté, on a fait une séance photo. C'est pour ça, et t'as pas fait croquer, franchement. Je te déteste. Clairement, c'était le genre de truc à faire. C'était tranquille là où t'étais dans le rush, où parce que du coup ça s'est préparé bien en avance quand même. Alors pour le coup, c'est toujours effectivement le côté, d'un point de vue extérieur, tout est beau, tout est magnifique, tout est calibré. On sait que c'est pas le cas. Hein. On sait que rien n'est beau et rien n'est magnifique, et que ça reste aussi Enfin, il y a toujours ce côté, vous bossez pour des majors avec des cheptels de personnages qui sont après vus, connus par plein de monde. C'est une industrie aussi. Il y a toujours ce pendant. Ça reste aussi un taf quoi. C'est ça. Et du coup, moi quand j'ai commencé à bosser sur les 2 épisodes, c'était je crois en septembre, et le film sortait début novembre au cinéma. Ça, ouais. Et du coup, je savais pas en fait s'il fallait que les épisodes soient prêts pour la sortie du film ou pas quoi. Il y avait 7 épisodes en tout. Moi, je m'occupais que du premier et du dernier. Donc ça, pour le coup, j'étais extrêmement content parce que c'est vrai que j'aime bien l'idée d'encadrer, encadrer le projet. T'as le plus de. Déjà, juste en faisant l'ouverture, c'est quand même toi qui sera le plus lu automatiquement par rapport même au phénomène d'attrition des lecteurs. C'est clairement que c'est toi qu'on va le plus voir. Et puis tu fais la conclusion. Donc c'est quelque part, c'est que tu fais partie enfin t'es le maître d'orchestre un petit peu quand même par rapport à il y avait de ça, et même je pense c'est-à-dire que les autres tu les domines quoi, tu vois, tu leur dis vas-y, c'est moi le boss. C'est un peu ce que tu leur envoyais des messages assez un peu bizarres quand même en leur disant c'est moi le chef et tout ça, et du coup depuis j'étais blacklisté, c'est ça. C'est dommage. Je comprends quand t'as un peu de pouvoir faut en profiter, hein, forcément, et donc du coup en discutant avec les éditeurs, en fait je savais pas si ça devait sortir au cinéma, est-ce qu'ils allaient diffuser les 7 épisodes d'un coup, est-ce qu'au contraire ils allaient faire un épisode par semaine,
parce que sur Marvel Unlimited, ça va vraiment dépendre. En fait, des fois, ils sortent d'un coup une mini-série complète de Infinity Comics. Ouais, mais parfois ils font de façon hebdomadaire. Donc c'est vrai que c'est les grosses questions. Eux-mêmes, les éditeurs, même le savaient pas en fait. Voilà, parce que on était dépendant mine de rien aussi de Marvel Studios. C'est ça que j'en ai pas parlé, mais derrière, en fait, Marvel Studios aussi faisait des retours sur les épisodes Webtoon pour vérifier vraiment une continuité et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai tout donné, et pour l'épisode 7, en fait, je l'ai rendu le jour de la sortie au cinéma. Mais je m'étais dit mince, parce que du coup, clairement, le titre n'avait pas été annoncé. Et on retourne mine de rien dans cette logique de travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'ensuite, hop, c'était donné au coloriste, mais je savais pas, moi j'avais dit est-ce que le coloriste il a besoin je savais pas si le coloriste avait accès par exemple à l'envers du décor. Donc est-ce qu'il pouvait voir vraiment tous les costumes sous tous les angles, etc., etc. Donc j'ai dit est-ce que moi je dois faire une première passe de couleur sur certains costumes pour qu'ils sachent, etc. Et en fait finalement non. Le film est sorti, ça n'avait toujours pas été annoncé, et puis après en fait ils m'ont dit voilà on va le sortir pour la sortie sur Disney+. Ah, ok, ouais. L'autre temps fort du coup pour C'est Marvel ça. Studios en fait, c'est effectivement vu de toute façon ça rallonge quoi de 45 jours au final en fait, le délai c'est même pas si important que ça, hein, puisque les films voilà mettent 45 jours maintenant pour arriver sur Disney+ aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Il y avait ça. Après moi, donc là on arrive sur la fin de l'année 2021. Donc moi j'étais évidemment en feu. Mais je pouvais le dire à personne du coup que j'étais dessinateur, c'est chiant, et que voilà. C'est chiant, ouais. Donc c'est vrai que la fresque n'était toujours pas sortie non plus. Donc c'est vrai que il y avait juste ça où je me disais putain quand est-ce que ça sort, mais bon je savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre, donc voilà. Et puis finalement donc c'est sorti au moment de Disney+. Et puis donc il y a eu cette association avec Naver Line Webtoon, qui moi je trouve hyper bienvenue, parce que comme on le disait plus tôt, sur la plateforme Webtoon c'est gratuit, c'est en lecture gratuite, donc vraiment, tout le monde y a accès, et en plus que ce soit diffusé en France très bientôt, ou déjà sorti, ouais c'est vraiment super quoi comme nouvelle. Ils ont vraiment compris de toute façon, je pense que d'un point de vue stratégie, vu que c'est utilisé par énormément de gens, enfin des millions de gens à travers le monde, et en plus que c'est un lectorat relativement jeune, puisque très sur les portables, très connecté, tout ça. Après jeune, ça veut dire nous aussi on est maintenant tout le temps sur nos portables, mais voilà que c'est, on va dire 30 ans et moins surtout. C'est pas pardon, en fait c'est vrai que c'est pas le public de comics régulier. Voilà, c'est ça. Voilà, BD, du coup c'est assez différent en fait des gens qui ont pas forcément voulu prendre le cap de la lecture numérique, et qui voilà donc qui est le public déjà acquis au comic shop. Donc là il y a clairement, et je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un front page sur cette analyse, que vraiment c'est la potentielle nouvelle génération de lecteurs que tu peux aller capter avec justement, vu qu'ils ont déjà l'application et qu'ils ont déjà cette habitude de lecture, paf, tu peux essayer de les ferrer en fait avec des personnages qu'ils connaissent et qui sont quand même ultra populaires. C'est ça. Et c'est vrai que du coup t'as DC aussi qui l'a fait de son côté, avec Gotham Family Adventures. Ouais, c'est ça, ouais, Gotham City Adventures ou le Wayne Family Adventures. Oui, ça. Et donc oui, clairement ils voient l'intérêt de la chose, et je pense qu'ils ont bien raison. Après c'est vrai que l'arrivée des webtoons sur la plateforme Marvel Unlimited, c'est un peu leur cheval de bataille. En fait ils ont vraiment profité de cette refonte de l'application, plus de dire voilà il y a vraiment du contenu exclusif. Il faut de toute façon en fait que tu aies quelque chose, une carotte en fait pour te pousser à t'abonner, parce que même si c'est pas très cher, et que en vrai franchement tu peux, notamment si t'as une tablette, on va dire vraiment que Marvel Unlimited en fait, vu que même par rapport aux dernières sorties, je crois que c'est un 3 mois de battement en fait pour avoir le dernier, en vrai tu peux te permettre d'avoir 3 mois de retard sur la VO limite, tu vois, c'est pas bien. Ah oui, clairement, même moi je vois des fois les trucs qui sont déjà en ligne, je me dis mais c'est pas sorti la semaine dernière, quoi. Je suis dépassé par ça. Donc ouais, non, clairement donc c'est quand même assez intéressant, mais au-delà de ça, t'as une carotte supplémentaire qui est en plus, voilà, t'as des petites BD toutes les semaines, t'as des nouveaux épisodes, ça reste assez honnête, je dirais quand même, hein, franchement. Ouais, si, pour le coup, moi un petit bémol que je mettrais, et que je trouve vachement intéressant sur la plateforme Naver Line Webtoon, je sais plus comment on l'appelle du coup, mais c'est Webtoon, hein, techniquement. Ça reste Webtoon, Naver, ça reste l'entité derrière, mais là-dessus en fait tu peux mettre des commentaires. Ah oui. Et du coup, il y a une vraie communauté qui se crée autour. Là où sur Marvel Unlimited, en fait, tu peux pas mettre de commentaires. Et du coup, c'est vrai que ça manque presque au truc. Ouais, après, c'est pour se prendre des c'est trop woke, j'aime pas les requins. Des trucs comme ça. Des hashtags Amazing Spider-Man 3 ou je sais pas quoi au cinéma. C'est c'est sûr.
Bah, disons que s'ils ouvrent les commentaires, il faut aussi qu'il y ait tout un pôle de modération qui se mette en place, et peut-être qu'ils ont la flemme, en fait, de recruter des gens pour faire ça, quoi. Ok, très bien. Mais du coup, pour finir, voilà, je sais pas, et c'est que moi qui suis simple acteur là-dedans, je sais pas l'ampleur qu'a pris les webtoons au niveau de l'application Marvel Unlimited, je sais pas à quel point ça a drivé du monde. Du coup, tu vois, par exemple, est-ce que ça a eu un réel impact? Je sais pas si ça les fait driver plutôt que ça les fait rester. Je pense que c'est plus un fait, parce que le problème de tous les trucs payants, surtout aussi, voilà, c'est qu'il faut les faire venir, mais il faut les garder. Et la rétention, c'est aussi vraiment un des angles qu'il faut savoir attaquer correctement. Et le fait que, techniquement, en fait, tu pourrais dire que effectivement, t'as des nouveaux comics qui arrivent à chaque jour parce que les nouveautés, tout ça. Mais techniquement, ça, tu peux les trouver aussi en librairie, quoi. Ouais. Alors que l'argument d'avoir de ces petits Infinity Comics qui sont exclusifs à la plateforme et d'en avoir des nouveaux chaque semaine, bah ça te crée le fait de vouloir rester, parce que tu n'arrives pas que pour un truc, tu vas rester parce qu'il y a des nouveautés vraiment nouvelles en fait qui vont venir à chaque fois. Donc moi je pense que c'est aussi clairement un bel argument de rétention. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont quand même, entre guillemets, ils font ça bien, parce qu'effectivement, il y a quand même énormément il y en a chaque semaine. De webtoons, là, Il y en a certains qui sont bons, voilà, la qualité, elle se discute à chaque fois, mais j'ai vraiment trouvé quelques parutions qui étaient vraiment super sympas. Bah là, t'as le X-Men, où c'est le titre X-Men, régulier, et avec des équipes tournantes. Mais c'est vrai que c'est leur gros titre vraiment qui tiennent. Et puis, ouais, il y a des petits one-shots ou des petits, t'as Jeff the Shark qui va revenir, n'est-ce pas? La saison 2, ouais. La saison 2. Donc ouais, non, pour le coup, je trouve ils s'investissent vraiment, quoi. C'est pas un truc qu'ils ont fait. C'est It's Jeff pour la première saison et c'est It's Jeff Again, je crois, pour la saison 2. C'est ça, quoi. Mais pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça cool qu'ils s'investissent vraiment dans le format, et c'est pas juste on en fait un et puis si ça prend pas. Voilà, ils ont bien compris que entre guillemets, fallait faire les choses bien, et si tu veux vraiment tenter un truc, voilà. Et donc depuis la carte de vœux, Deadpool, Eternals, The 500 Years War, on veut dire que ton quotidien a changé. Les strass, les paillettes, les tapis rouges, ce genre de choses là, quoi, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on est dans ma 3e ville, en fait. C'est ça. Entre temps, on a bougé parce qu'on faisait le trajet en hélicoptère privé pendant, vous l'avez même pas entendu parce que c'était silencieux. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y a tout ce volet là sur le numérique. Tu continues encore dedans. T'as d'autres projets à l'heure où on enregistre, ou alors tu shift sur le papier, parce qu'on va aller vers un dernier segment ensuite. Alors oui, j'ai un autre projet webtoon avec Marvel où je suis dessinateur, mais qui n'a pas encore été annoncé. D'accord, très bien. Mais donc ça veut dire que ça va continuer. Maintenant, t'es un petit peu installé. Tu dirais que t'es installé, ou c'est malgré tout encore ça va aller au bon vouloir, en fait, des projets qui peuvent venir? Ouais, je dirais que c'est plutôt ça, et mais ça fait partie du jeu, en fait. C'est pas trop de pression quand même, ça, au quotidien? Si, mais alors, deux choses. On apprend à vivre avec. Et deuxième chose, c'est que j'ai la chance d'avoir un environnement social et familial qui me permet, dans ces périodes de galère, de pouvoir supporter justement le fait que d'un coup il n'y a pas de boulot pendant 3 ou 4 mois et ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas, honnêtement, il y a des moments où c'est pas évident, et ça peut être même inquiétant de se dire ok, peut-être qu'il est temps que je change. Pour le moment, ça va, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est vrai que je reste, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai toujours eu l'habitude de bosser sur différents types de supports, et de me dire si finalement je dois bifurquer vers de l'animation ou de la publicité, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, ça c'est le lot quotidien de tous les freelancers, et c'est vrai que dans la bande dessinée au sens large, voilà. C'est vrai qu'en tant que storyboarder, tu pourrais appliquer ton savoir-faire en matière de storyboard pour du live action, enfin même pour des publicités, pour d'autres choses, du jeu vidéo aussi. Ouais. Je sais pas, c'est des choses auxquelles t'as déjà pu réfléchir, alors peut-être pendant la pandémie, où en plus t'as eu effectivement un moment où on t'a coupé un peu les vannes de travail. Il y a ça. Après, c'est ce que je disais aussi plus tôt, c'est que c'est qu'il y a l'idée, si je peux le tenter. En fait, en gros, et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette occasion vraiment en 2021 avec Steve Walker qui m'a dit vas-y, est-ce que tu veux être dessinateur? Et donc ça a été un moment un peu décisif. Et en fait, je me dis ok, maintenant, là, je suis sur cette lancée qui, j'espère, va évidemment perdurer. Et du coup, je touche du bois. Il vient littéralement de toucher du bois dans le podcast, c'est pour ça. Mais si c'est amené à s'arrêter, parce que enfin, ça se voit, il y a plein de dessinateurs ou même de scénaristes, au bout de 4 ou 5 ans, tu les vois plus, en tout cas, tu les vois plus dans le comics. Parce que généralement, tu te rends compte que finalement, ils sont partis dans l'animation. Dans l'animation, parfois ils vous donnent des cours. Voilà, ou les cours même.
au moins je me dis là, je tente le truc à fond et je le vis à fond. Donc déjà, je suis très content de moi avoir tenté de pousser le truc au bout. Comme ça, si jamais ça s'arrête, j'aurais pas le regret de me dire ouais, mais en fait, t'as jamais eu l'occasion de le faire, quoi. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter puisque tu continues. De toute façon, on sait que maintenant, tu dessines aussi chez DC Comics. Oui. Tu touches la Marvel Money et la DC Money, ce qui est quand même chouette. Bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Hein, voilà, tu te sers, les valises sont à l'entrée. Comment ça se passe? Alors, comment t'es arrivé chez DC Comics, puisque du coup, on sait que tu reprends les dessins sur le titre Future State Gotham. Donc, comment ça se passe? Alors, comment tu intègres ce titre-là? Alors, en fait, c'est grâce à Dennis Culver, donc qui était de nouveau, qui était le scénariste sur Burnout, que j'avais rencontré chez Marvel sur un titre Infinite Comics, pour l'histoire très rapide. Et en fait, on avait bien sympathisé. C'est comme ça qu'il m'avait proposé le titre Burnout. Depuis, on est resté en contact. On a même commencé à développer un projet en creator owned, de nouveau, qui n'a pas du tout été annoncé et qui pour le moment est à un stade gestationnel. Ouais. Mais voilà, enfin, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait plus tôt, c'est que voilà, en parallèle, on continue toujours à creuser sur des pistes en creator owned parce que ça reste le nerf de la guerre et ce qui est intéressant pour développer vraiment des histoires en allant au bout des idées. Surtout pour ensuite toucher le gros chèque en étant adapté en série télé. Hein. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. On va pas se mentir, Geoff, hein, on n'est pas comme ça. Et du coup, en fait, il se trouve que Dennis Culver, il bosse depuis le début sur le titre Future State Gotham. En fait, il avait déjà fait... Non, il a commencé sur Future State Gotham, mais il était avec Joshua Williamson, qui lui avait fait une backstory sur le titre Future State Dark Detective, avec justement Red Hood. Et... Giannis Milono Giannis. Ouais, en fait, il a son prénom dans le nom de famille, c'est Giannis Milono Giannis. Là. Et qui est du coup le moyen de s'en rappeler. Et du coup, Joshua Williamson et Dennis Culver ont commencé ce titre-là. Joshua Williamson, il est resté jusqu'à l'épisode 6, je crois. Ouais, il est pas resté ultra longtemps non plus. C'était juste en fait pour lancer le truc. Vu que c'est quand même un mec qui chez DC Comics maintenant est très haut gradé, on va dire. Et voilà, c'était pour mettre un peu, je pense, aider Culver sur le lancement. Mais maintenant, c'est Dennis qui... C'est vraiment Dennis, ouais. Et lui, en fait, déjà, dès le début, il m'avait dit, quand le titre a été annoncé, parce qu'en fait, il y a en gros, tous les 3 ou 4 épisodes, il y a un artiste fill-in, donc qui est, autrement dit, c'est un artiste qui vient épauler l'artiste principal, ou autrement dit, qui lui permet de respirer un petit peu, parce que c'est vrai que le rythme est quand même intense. Et donc, du coup, dès l'épisode 4, t'avais justement Dennis qui m'avait dit écoute, on aura peut-être besoin de toi pour l'épisode 4. Donc là, on remonte à début 2021, peut-être même fin 2020. Je sais pas, là on arrive... Ouais, bah oui, moi je fais l'épisode 11, donc on arrive à déjà 1 an de production. Donc oui, je te dirais, il y a peut-être 1 an, en gros, il m'avait dit, c'est pas sûr du tout, mais si t'es dispo pour être fill-in, voilà, je proposerai ta candidature et on verra. Ça ne s'est pas fait. Ce qui rejoint encore une fois, c'est cette histoire de freelance, la vie de freelance où c'est toujours aléatoire. Et puis finalement, décembre... en gros, fin 2021. Voilà, ça sera plus simple. Pile quand j'étais évidemment dans le Eternals en plus, où je m'étais dit ok, ça va être la galère parce que tout va se chevaucher. Au final, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Du coup, il m'a dit écoute, si t'es toujours chaud pour être fill-in sur l'épisode 11. Donc moi j'étais évidemment hyper hypé parce qu'en plus ce titre on l'a pas encore défini, mais donc ça se passe dans un univers cyberpunk. Et ce titre a la particularité d'être en noir et blanc, ce qui pour le coup est assez rare et pour les artistes assez appréciable parce que du coup, même si on a évidemment de très bons coloristes sur le marché, c'est vrai que des fois, surtout dans cette logique de travail à la chaîne, des fois la couleur peut au contraire nuire entre guillemets à la qualité du dessin ou l'améliorer. Mais là du coup, il n'y a pas de filtre. Enfin, là c'est en noir et blanc, donc ce sera vraiment mon travail graphique. Et donc du coup, quand il m'a proposé de travailler sur ce titre-là, j'étais évidemment hyper hypé. Et du coup, j'étais c'est l'éditeur Ben Abernathy qui m'a contacté. Et ça s'est fait assez rapidement au final, et voilà. Alors comment ça se travaille? Parce que c'est un univers effectivement que tu dois un petit peu te réapproprier, notamment par le fait que tu rejoins une série en cours et que t'as déjà un artiste qui a fait du taf dessus. Donc quelle est la part de
je dois complètement reprendre ce qu'il a fait, mais en même temps j'ai mon propre style, donc on va un petit peu adapter. Bah déjà effectivement graphiquement c'est mon style. Et on m'a pas demandé de coller au style de Giannis, mais par exemple tous les nouveaux personnages, ou plutôt tous les mêmes personnages, mais avec leurs nouveaux costumes. Du coup, bah forcément, j'étais obligé de les redessiner, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un poil relou, parce qu'en fait je dessine vraiment la partie 4 sur 5, je crois, donc je suis vraiment à l'intérieur d'un arc. Mais donc voilà, après j'ai quand même toutes les coups des franches là-dessus, donc c'est vraiment mon découpage et tout ça. Et en fait, ce qui est vachement cool avec ce titre, c'est que c'est presque un creator owned. Et du coup, ce projet il est super cool, parce que non seulement déjà je peux dessiner en noir et blanc, il y a vraiment cette inspiration Otomoyen, donc Akira, qui est le créateur d'Akira. Donc du coup, moi, en grand fan de manga, encore une fois, c'est vrai que c'est vraiment appréciable de partir dans cet univers-là. Et Denis a vraiment la liberté créative, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il peut emmener des personnages beaucoup plus loin qu'il ne pourrait s'il était dans l'univers classique. Donc c'est vraiment. Ouais, parce que vu que c'est dans le future state, ça reste un futur possible. Donc j'imagine que du côté éditorial, on leur a dit, vas-y, au pire. C'est un futur qui se réalise pas, parce que dans le présent, en fait, ils empêchent les gens les héros essayent un petit peu de l'empêcher de se réaliser. C'est ça. Donc, techniquement, voilà, c'est effectivement, voilà, tu peux y aller, quoi, j'imagine, en termes de. Exactement. Et du coup, tu peux vraiment, même avec Denis, on a vraiment des discussions, où, ouais, presque comme à l'époque de Burnout, quoi. Il me dit, tiens, ce personnage, je veux l'emmener là. Ok. Et du coup, c'est vraiment, c'est cool, parce c'est vraiment fun, et c'est pas contraint justement par, non, ce personnage-là, il fait pas ci, il fait pas ça, quoi. Donc c'est vraiment super cool. Et puis en plus, tu dessines Batman, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal de dessiner du Batman. Alors, je dessine le Next Batman. Ouais. Je ne dessine pas le Batman. Oui. Mais tout de même, enfin, The Next Batman, Jason Todd, t'as la réinterprétation de Mother Panic aussi, qui était un personnage Young Animal qui a intégré du coup un peu le canon de DC Comics comme ça. Enfin, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de personnage-là. Je veux dire, après, avec tout respect pour eux, mais tu dessines pas en bushblock non plus, tu vois, parce qu'en bushblock c'est cool, mais je veux dire, je veux dire que là, t'es quand même sur un titre avec une exposition. Si, honnêtement. Donc on refera un podcast dans 5 ans pour voir si ça a pu, ce que ça a pu t'apporter, mais c'est quand même pas mal d'être sur ce genre de titre aussi maintenant. Si, honnêtement, c'est vraiment enfin, je m'estime extrêmement chanceux justement de pouvoir commencer entre guillemets sur du papier sur ce titre-là, quoi. C'est vrai que pour le coup, j'aurais jamais pu rêver mieux, quoi. Encore une fois, là, que ce soit à la fois l'univers futuriste et en même temps les personnages de Batman, parce que Batman reste Batman, n'est-ce pas? Et donc effectivement, de pouvoir dessiner Next Batman et tout ça, c'est un gros kiff. En plus, moi je suis très content de l'histoire en cours. Donc voilà. Si on peut dire que en plus de toute façon t'es arrivé sur un numéro, mais t'es là pour y rester un peu plus longtemps, quoi. En fait, du coup, donc ça c'est vachement cool. C'était pas sûr, mais quand j'étais en cours de production de l'épisode 11, le Giannis, en tout cas c'est ce que l'éditeur m'a dit, en fait, et Giannis voulait se retirer, ce qui est normal parce que ça faisait quand même plus d'1 an qu'il était dessus, et du coup en fait moi je prends effectivement la suite à partir de l'épisode 13. Ok. Nouvel artiste régulier, du coup, alors ça va quand même t'imposer une certaine mécanique de travail, une certaine méthodologie, parce que maintenant, tu vas avoir tu vas avoir des deadlines mensuels assez soutenus. Mais pour le coup. Alors, est-ce que le fait de déjà qu'il n'y ait pas de couleur, ça permet aussi d'aller plus vite de toute façon, parce que t'as pas de retour avec le coloriste, par exemple, ou... J'ai quand même un niveau de gris. Pour le coup, c'est pas toi qui, si, c'est toi qui le fais. C'est moi qui le fais. Mais ça reste quand même assez intense, quoi. Donc du coup, en moyenne, je suis à 1 page par jour. Ouais. Et mais qui est de toute façon le rythme en général, ouais. Donc le rythme est assez soutenu. Après, je me suis formé à ça toute ma vie, quoi. C'est vrai, pour le coup. C'est la guerre, quoi. Donc c'est vrai que de ton grand âge. C'est ça. Exactement, ouais. Et donc oui, effectivement, le rythme est assez soutenu, mais en même temps, la deadline et le rythme de production est plutôt large, donc c'est pas mal. Et c'est aussi ce qui justifie justement d'avoir un artiste fill-in de temps en temps,
pour permettre de prendre une respiration à un moment donné, quoi, tu vois. Et du coup, je suis le nouvel artiste régulier, mais il y aura un artiste fill-in à un moment donné qui va intervenir. Ouais, qui pourra te faire permettre de prendre une pause. C'est ça. Pour aller aux Seychelles, profiter de tout cet argent du Mans gagné. Exactement. Pour faire mon 5e tour du monde. Ah, bah, déjà, bah, écoute. Et bah, j'ai déjà pris un billet. C'était ça, ou prendre un billet dans l'espace avec Bezos. Donc. Ah, effectivement, c'est vrai. Mais il y avait plus de place, je crois, pour ça. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais ce sera pour la prochaine fois. D'un point de vue juste technique, par contre, toujours en full numérique, hein, toujours. Alors, même là-dessus. Hein. Pour le coup, alors c'est un choix de méthodologie, ça que idéalement, j'aimerais bien retourner un peu sur le papier. Mais c'est vrai que le numérique offre certaines facilités, on va dire, notamment pour redessiner un dessin ou même utiliser de la 3D, entre autres. Donc c'est vrai que ça, pour pallier à ce rythme assez soutenu, justement, en ce qui me concerne en tout cas, le numérique aide bien, et notamment en plus j'utilise un logiciel qui s'appelle Clip Paint Studio, qui avant s'appelait Manga Studio, et qui lui offre un panel de brosses et tout ça qui sont assez riches et qui te permettent du coup d'avoir des rendus extrêmement intéressants. Donc voilà, moi je suis satisfait avec cette manière de faire. Très bien. Bah écoute, donc Future State Gotham, ça arrive bientôt, ça arrive ce printemps du coup avec mois de mars le 11. Ouais. Et après, du coup, mois de mai. Hein. Mois de mai, ouais. Mois de mai. Et donc, a priori, à l'heure où on a enregistré ce podcast, enfin, à l'heure où il est en ligne, DC aura sûrement déjà publié ses sollicitations pour le mois de mai. Et donc, on saura que tu es officiellement le nouvel artiste régulier du titre. Et sinon, heureusement que Ben Abernathy ne nous écoute pas. Si jamais ça annonce un tout petit peu avant, mais voilà, c'est plus un secret. En tout cas, félicitations quand même, du coup. Merci beaucoup. Pour ce nouveau gig. Et puis, on verra d'ici quelques années, en fait, effectivement, comment ton parcours aura évolué. En tout cas, voilà, ça nous permet d'avoir fait un bon point et d'avoir ton avis, sur pas mal de choses que tu as pu faire donc dans l'industrie, donc du web, voilà, en bossant sur différents projets chez Marvel, maintenant chez DC avec le webtoon qui te permet quand même d'aborder, en fait, c'est vrai que ce qui est cool maintenant, c'est de voir aussi à quel point tu as pu vraiment toucher à plein de types de formats différents de bandes dessinées et voir, moi je pense que voilà, sans que tu en sois forcément conscient, forcément ça te permet aussi d'avoir une certaine expérience dans la narration, comment tu travailles ta narration, clairement, ce genre de choses là, quoi. C'est quoi ce que tu préfères du coup? C'est maintenant là tu Rebeu Média, webtoon, BD numérique classique, qu'est-ce que tu préfères faire alors honnêtement, ça va rester le comics classique. Ouais. Parce que le webtoon, je l'aime beaucoup en termes de ce que tu peux raconter. C'est vrai que le côté feuilletonnant est hyper cool sur ton smartphone, t'enchaînes les épisodes et ce genre de choses. Mais il me manque quand même ce format 16/9, quoi. Tu peux pas faire un beau paysage, justement. Tu peux le faire, mais à la verticale, ce qui est pas exactement la même chose. Donc je garde quand même le format comics traditionnel en chouchou. Et là aussi où je suis content, mine de rien, c'est d'avoir pu, parce que comme je suis passé Marvel et DC, de voir les différentes manières d'éditer. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo, parce qu'il y a des choses, du coup moi j'avais des automatismes chez Marvel, et alors que chez DC ils m'ont dit mais non, tu te prends la tête pour rien, et donc c'est assez rigolo, quoi. T'aurais une différence particulière que tu peux nous dire, enfin? Ouais, par exemple dans la manière de nommer les fichiers. C'est-à-dire que chez Marvel, par exemple, ils aiment bien qu'on mette le titre, qu'on mette l'année, le numéro de l'épisode, puis le numéro de l'écran, par exemple, si on reste sur Eternals. Ce qui donnerait, par exemple, Infinity Comics Eternals 2021 001 001. Là où, si je gardais ce même titre chez DC, ce serait IC Eternals 01 1. Il n'y a pas la logique de l'année, il n'y a pas la logique de... Parce que du coup, justement, Denis m'a dit, mais tu te prends la tête, pourquoi tu fais un titre à rallonge, on va rien comprendre à ce qui se passe. Et donc voilà, donc ça, c'était rigolo. D'accord, okay, une différence de nomenclature sur les fichiers, peut-être à des fins d'archivage, ou je sais pas, peut-être. Enfin voilà, ça, en fonction de leur organisation. Eh bien, très bien, Jofo, une heure et demie quasiment passée ensemble pour fêter ton retour dans le podcast Super Friends. Alors, à la différence de ce que tu as fait sur Eternals,
tu as fait l'ouverture et la conclusion ici. Ce n'est pas la conclusion du podcast, enfin c'est la conclusion de cette émission, mais ça ne marche pas la fin. Heureusement, du podcast et des Super Friends. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de pouvoir te réinviter à toi par qui tout a commencé quelque part. Donc, j'imagine qu'on se refera sûrement un point d'ici une paire d'années de nouveau. Voilà. Dans mon château cette fois. C'est ça. Pour le coup, on verra effectivement dans ton penthouse à New York peut-être. Qui sait. Mais en tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. On vous rappelle que voilà, c'était le second volet, mais que le premier volet est toujours disponible sur comicsblog.fr et que vous avez le lien dans la description pour avoir le début de carrière, on va dire. Donc là, on a la suite de parcours. C'est bien parce que on va pouvoir te suivre en temps réel quelque part. Ouais. Non, je trouve que c'est plutôt bien d'être avec ses contemporains. Et si cette émission vous a plu, on vous le répète, il faut le faire savoir. Surtout, en fait, c'est le principal, en fait, dans ce milieu-là. C'est un petit milieu. Les podcasts, ils sont précieux. On a la chance de pouvoir recevoir des artistes, de faire découvrir leurs travaux et de parler, de toutes les coulisses un petit peu de l'industrie de la bande dessinée. Donc, si vous appréciez la valeur de ce taf que l'on réalise avec First Print, dites-le, pas forcément à nous, mais c'est bien aussi, mais dites-le surtout de façon générale en partageant ces podcasts sur vos réseaux sociaux le plus possible. Et on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Jofo, je te dis salut. Salut. Et puis une prochaine. Yes, merci à tous. Ciao.